Il pleuvait, ce genre de crachin lent et persistant qui alourdissait toute chose. Étienne Moreau était assis seul sur un banc de parc usé, ses vêtements humides, ses mains tremblant légèrement alors qu'il tenait une lettre pliée. De l'autre côté de la rue, Claire se retourna une dernière fois, ses yeux emplis d'un mélange de chagrin et d'incrédulité. Elle ne revint pas. Il ne l'appela pas. Et la lettre resta fermée dans ses mains. Il avait grandi entouré de lustres, de jets privés et de gens qui souriaient avec la bouche, mais jamais avec les yeux. Étienne Moreau était l'héritier de l'une des plus grandes sociétés d'investissement de Paris, et l'homme le plus seul à chaque soirée mondaine à laquelle il participait. Chaque relation qu'il avait eue était assombrie par le doute. L'aimait-on lui ou son nom de famille ? Après une énième rupture sans saveur et un scandale médiatique qui le dépeignait comme un homme sans cœur, Étienne disparut. Aucun adieu, aucun communiqué de presse, simplement volatilisé. Il laissa derrière lui le monde du luxe et réapparut comme plongeur dans un paisible village dont personne n'avait jamais entendu parler. Beauregard. Il voulait quelque chose que l'argent ne pouvait acheter, quelque chose d'authentique. Et puis, il rencontra Claire. Ceci est l'histoire de la façon dont il a tenté de trouver l'amour, en cachant qui il était vraiment, et a fini par découvrir quelque chose de bien plus douloureux que le rejet. Mais à l'époque, il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Étienne n'avait jamais aimé les miroirs, non pas parce qu'il avait honte de son visage, mais parce qu'il détestait ce qu'il lui rappelait. Un homme façonné par le privilège, accablé par la méfiance. Il avait passé la vingtaine en costume taillé à la perfection, serrant la main de gens qui connaissaient sa valeur nette avant même de connaître sa voix. Mais dans le petit village de Beauregard, personne ne connaissait le nom Moreau. Là-bas, il n'était qu'Étienne Valois, un type tranquille qui avait emménagé dans une modeste chambre au-dessus de la vieille auberge et demandé du travail en cuisine. Il récurait la vaisselle, lavait les sols, gardait la tête baissée. Et pour la première fois depuis des années, les gens lui parlaient sans rien attendre de lui. Au début, c'était libérateur, puis c'est devenu terrifiant. Parce que de vraies conversations ont commencé. Les gens partageaient des histoires, des douleurs, des rêves. Et l'une d'entre elles, Claire Bernard, lui fit oublier qu'il prétendait être. Elle n'était pas exubérante. Elle n'essayait pas d'impressionner. Elle riait de tout son corps et regardait les gens dans les yeux comme si elle cherchait quelque chose d'honnête en eux. Elle s'occupait de sa mère malade, faisait des doubles services à la réception de l'auberge et trouvait quand même le temps de lire des livres de psychologie pendant ses pauses. Étienne se surprenait à s'attarder plus longtemps en cuisine, juste pour entendre sa voix flotter depuis le hall. Un soir, elle lui offrit un thé après un long service. Ils parlèrent pendant des heures, de films, de regrets, de peurs d'enfance. C'était sans effort, naturel, terriblement réel. Mais chaque moment qui les rapprochait resserrait aussi le nœud dans son estomac. Elle lui faisait confiance à cette version de lui, l'homme discret, pauvre, travailleur, aux mains calleuses et sans passé. Et il avait menti. Surtout, un soir, alors qu'ils étaient assis dehors sous le vieux chêne près de l'auberge, Claire le regarda et dit « Je peux pardonner beaucoup de choses, Étienne, mais les mensonges, j'en ai eu assez pour toute une vie. » Cette nuit-là, il ne put dormir. Ses doigts planaient sur son téléphone, sur son nom en ligne, sur la vérité. Mais il verrouilla l'écran. Il croyait encore pouvoir garder les deux, le mensonge et l'amour. C'est alors que tout commença à s'effilocher. Étienne n'avait pas souri, vraiment souri, depuis des années. Mais avec Claire, c'était différent. Leurs matins devinrent des rituels. Il passait devant la réception, elle lui tendait un café dont elle jurait qu'il n'était pas gratuit, et ils échangeaient de petits regards qui en disaient plus que les mots ne pourraient jamais le faire. Au bout du 2e mois, ils étaient inséparables. Il l'aida à réparer le robinet qui fuyait dans son appartement. Elle lui apporta de la soupe maison quand il attrapa un rhume. Ils marchaient ensemble après le travail, parlaient de livres, plaisantaient sur des rêves qu'ils n'avoueraient à personne d'autre. Pour la première fois, Étienne se sentit vu, pas pour son nom de famille, pas pour ses biens, mais pour ses silences, sa gentillesse, la façon dont il écoutait. Et Claire, elle s'ouvrait aussi. Un soir,
Sous la lueur de l'unique lampadaire vacillant du village, elle lui parla de son ex. Il avait menti pendant des années, prétendu être quelqu'un qu'il n'était pas, quelqu'un de stable, de sûr. Et quand la vérité éclata, ce ne fut pas seulement la trahison qui la brisa, ce fut le fait qu'elle ne l'avait jamais vu venir. « Ça m'est égal que quelqu'un soit fauché », murmura-t-elle. « Ce qui m'importe, c'est qu'on me croie assez stupide pour ne pas voir clair dans son jeu. » Le cœur d'Étienne se serra. Il voulut tout lui dire sur le champ, tout avouer. Mais la peur s'insinua. « Et si elle part? Et si je perds la seule chose réelle que j'ai jamais eue ?» Alors il ne dit rien. Au lieu de cela, il enfouit la culpabilité plus profondément chaque jour. Il s'inventa un passé, lui raconta qu'il avait travaillé dans le bâtiment, qu'il essayait de repartir à zéro après une faillite. Ce n'était pas un mensonge complet, mais ce n'était pas non plus la vérité. Claire le crut, et cela ne fit qu'empirer les choses, parce que maintenant le mensonge avait du poids. Il avait des yeux, il avait des mains qui tenaient les siennes, puis vint le point de rupture. Un homme entra dans l'auberge, grand, confiant, portant un manteau bleu marine qu'Étienne reconnut immédiatement, David Marchand, un vieil ami de pension. Et le secret d'Étienne venait de franchir la porte d'entrée. « Étienne !» La voix de David résonna. « Bon sang, mec, qu'est-ce que tu fais ici ?» Claire se tenait derrière le comptoir, figée. Le visage d'Étienne devint livide. Il tenta de sourire, de minimiser, d'éloigner David. Trop tard. David rit. « Toujours à jouer les pauvres, hein? J'avais dit au gars que tu étais sérieux avec ton expérience de la vraie vie. » Claire ne dit pas un mot. Elle regarda simplement Étienne comme si elle voyait quelqu'un qu'elle aimait disparaître juste devant ses yeux. Et elle s'en alla. Il essaya de la suivre, d'expliquer, de réparer, mais il pensait encore. Peut-être qu'il pourrait contrôler les dégâts. Peut-être qu'il pourrait encore tenir bon. Étienne attendit devant l'appartement de Claire pendant des heures cette nuit-là. La lumière du porche vacillait au-dessus de lui, projetant de longues ombres brisées sur les marches. Il tenait un bouquet de fleurs sauvages qu'il avait cueillies lui-même, celles dont elle avait dit un jour qu'elle lui rappelait les étés de son enfance. Mais la porte ne s'ouvrit jamais, pas une seule fois. Le lendemain matin, elle n'était pas à la réception. À midi, Martine, la mère de Claire, appela l'auberge demandant un congé au nom de sa fille. Elle n'expliqua pas pourquoi, et le silence, à l'autre bout du fil, suffit à l'écraser. Il laissa des mots, il envoya des SMS. Il se rendit même à son appartement et frappa. Rien. Au troisième jour, il rapporta les fleurs dans le même champ. Elles avaient déjà commencé à faner. Le village, autrefois chaleureux et accueillant, semblait maintenant plus froid. Les gens qui le saluaient auparavant avec des sourires désinvoltes le regardaient maintenant de travers. Les nouvelles voyageaient vite dans les petits endroits, surtout quand elles blessaient quelqu'un auquel les gens tenaient. Mais c'était plus qu'un rejet social. C'était le miroir qui montrait enfin à Étienne ce qu'il était devenu. Il retourna dans la chambre au-dessus de l'auberge et se regarda. Pas de costume, pas de montre chère, juste un homme, effrayé de dire la vérité parce qu'il était terrifié que personne n'aime qui il était vraiment. La semaine suivante, il reçut une lettre de Martine. Manuscrite, courte. « Je sais que tu l'as blessé, mais je sais aussi que les gens ne blessent pas les autres, à moins qu'ils ne souffrent eux-mêmes. Ne reviens pas traîner par ici, à moins que ce ne soit pour de vrai cette fois. Monsieur, il l'a lue et la relue, puis la plia soigneusement et la plaça dans son tiroir, à côté de la photo qu'il avait secrètement prise de Claire et Martine à la foire du village. Elles y riaient, radieuses, vivantes. Il ne l'avait pas revue depuis. Cette nuit-là, il fit ses valises. Au lever du soleil, Étienne avait quitté Beauregard, conduisant sans direction jusqu'à ce que le paysage redevienne gratte-ciel et bruit. De retour en ville. De retour au silence du penthouse. De retour à lui-même, ou à la version de lui-même qui restait encore. Il ne parla à personne pendant des jours, pas à son assistante, pas à ses avocats, pas même à David, qui avait tenté de lui envoyer un SMS après avoir réalisé ce qu'il avait fait. Étienne ignora tout. Il passait des nuits à errer sans but dans la ville, se fondant dans la foule, méconnu mais totalement seul.
Il avait toute la liberté que l'argent pouvait acheter, et personne avec qui échanger un mot. Puis vint le moment qu'il ne put oublier. Une semaine plus tard, il reçut une enveloppe sans adresse d'expéditeur. À l'intérieur, juste une photo. C'était Claire, assise à côté de sa mère, tenant une tasse de thé. Elle ne souriait pas. Elle paraissait distante, mais elle paraissait forte. Au dos, juste 2 mots, écrits d'une écriture délicate. On guérit. Il ne savait pas ce que cela signifiait. Un adieu, un signe de vie, un message. Quoi qu'il en soit, elle guérissait. Et lui, il s'assit seul à son piano à queue intacte depuis des mois et laissa ses doigts tomber doucement sur les touches. Aucun son ne sortit. Il ne l'avait pas branché. Et vous? Avez-vous déjà laissé la peur réduire la vérité au silence et regarder quelque chose de réel vous filer entre les doigts? Racontez-le-moi dans les commentaires. Votre histoire pourrait aider quelqu'un d'autre à trouver le courage d'être honnête avant qu'il ne soit trop tard. Ce fut la plus petite chose qui le transperça. Une coupure de papier. Étienne avait trié du vieux courrier, des lettres de membres du conseil d'administration, des invitations caritatives, des rapports trimestriels, rien de tout cela n'avait plus d'importance. Mais quand l'enveloppe lui coupa le doigt, il regarda une seule goutte de sang se former. Et pour la première fois depuis des semaines, il ressentit quelque chose. Cela le surprit. La douleur était vive, rapide, honnête. Il alla au miroir, se regarda. Vraiment. Son visage était plus mince, fatigué. Ses yeux, autrefois protégés par un charme poli, maintenant juste, à vif. Il n'y avait plus personne à impressionner, plus de rôle à jouer. Il sortit le tiroir où il gardait la lettre de Martine, la relut. Puis il attrapa autre chose, le carnet relié en cuir qu'il avait emporté à Beauregard. Il avait commencé à y écrire la première nuit de son arrivée. Des pages remplies d'observations, de peurs, de souvenirs et de Claire. Il feuilleta les entrées jusqu'à ce qu'il en trouve une qui l'arrêta. Elle pose des questions comme si elle n'avait pas peur des réponses. Il sourit, à peine. Puis tourna vers une page blanche et lui écrivit une lettre. Pas pour la reconquérir, pas pour arranger quoi que ce soit, mais pour la remercier. De lui avoir montré ce que signifie être vrai. De l'avoir vu avant même qu'il ne puisse se voir lui-même. Il plia soigneusement la lettre, la glissa dans une enveloppe et marcha 3 pâtés de maison jusqu'à la boîte aux lettres la plus proche. Pas de nom, pas d'adresse d'expéditeur, juste elle. Puis il rentra chez lui, et pour la première fois depuis qu'il avait quitté Beauregard, il ouvrit les fenêtres, laissa entrer l'air de la ville, laissa le silence se briser. Il n'était pas réparé, pas encore. Loin de là. Mais quelque chose en lui avait changé. Il ne savait pas si cela aurait de l'importance, si elle la lirait, si elle s'en soucierait, mais il savait une chose, pour la première fois, il voulait essayer. Étienne ne retourna pas travailler tout de suite. Au lieu de cela, il commença à se réveiller tôt, non pas parce qu'il avait des réunions, mais parce qu'il voulait à nouveau sentir la journée. Il parcourait la ville à pied, achetait du café aux vendeurs de rue, s'asseyait dans les parcs et écoutait parler des inconnus. Pour un homme qui avait autrefois vécu derrière des portails et des vitres teintées, le monde lui parut soudain grand ouvert. Mais le tournant décisif survint un après-midi dans une station de métro. Il vit un garçon, peut-être 13 ans, essayant de vendre des croquis sur du papier de cahier déchiré. Les gens passaient sans regarder. Étienne l'observa pendant 10 minutes, puis s'assit à côté de lui. « Tu es doué ?» demanda-t-il. Le garçon haussa les épaules. « Pas assez. » Étienne regarda les dessins. Ils étaient bruts, mais pleins de cœur, de mouvement, d'histoire. Il sortit son portefeuille, marqua une pause et le remit en place. Au lieu de cela, il dit « Que dirais-tu de ça? Tu m'apprends à dessiner, et j'apporte des encas. » Le garçon rit. Marché conclu. Ce moment déclencha quelque chose de nouveau. Étienne contacta discrètement quelques relations. Il finança un espace artistique périscolaire dans un quartier où peu de ses pairs avaient jamais mis les pieds, mais il le fit anonymement. Pas de presse, pas de crédit, juste du matériel artistique, des mentors et un espace pour respirer.
Il ne s'agissait pas de rédemption, il s'agissait de connexion. Chaque semaine, il revenait, s'asseyait avec les enfants, écoutait leurs histoires, apprenait à esquisser des formes désordonnées et à se sentir bien en échouant. Il se fichait de savoir qui il était. Il l'appelait simplement eux. Et lentement, sans s'en rendre compte, Étienne commença à se sentir comme quelqu'un d'autre. Ou peut-être plus lui-même que jamais. Mais même au milieu de cette guérison tranquille, le nom de Claire ne quittait jamais son esprit. Claire. Chaque nuit, il passait devant la boîte aux lettres et se demandait « l'a-t-elle lu ? Cela a-t-il eu de l'importance ?» Et chaque nuit, il rentrait chez lui, le cœur plus lourd et plus léger à la fois. Certaines nuits étaient calmes, d'autres non. Étienne restait éveillé, fixant le plafond, se posant des questions auxquelles personne ne pouvait répondre. Avait-il vraiment changé? Ou essayait-il simplement de réécrire la fin? Il repensait sans cesse à ce que Claire avait dit. « Je peux pardonner beaucoup de choses, mais pas les mensonges. » Était-ce encore ce qu'il était? Un menteur avec une meilleure conscience? Le centre artistique devint son refuge. Les enfants le voyaient comme stable, encourageant. Ils ne connaissaient pas la version de lui qui fuyait la vérité. Mais Étienne, si. Et il ne pouvait plus faire semblant, même pas envers lui-même. Un après-midi, Léna Mercier, l'une des anciennes employées de l'auberge, lui envoya un message via le formulaire de contact du site de la Fondation. Aucun détail. Juste, la mère de Claire est décédée la semaine dernière. Elle est toujours ici. Je pensais que tu devrais le savoir. Il fixa le message pendant des heures. Tant de choses avaient changé. Et pourtant, la pensée de revoir Claire le secoua jusqu'au plus profond de lui-même. Et si elle me déteste? Et si je ne fais qu'empirer les choses? Mais alors vint l'autre voix, plus calme, mais plus claire. Et si ce n'est pas le cas? Il ne réserva pas de vol tout de suite. Il marcha pendant des heures à travers la ville, pesant les risques. Il n'avait plus peur d'être rejeté. Il avait peur d'être pardonné. Parce que le pardon signifiait tout affronter. Finalement, une nuit, il prit son téléphone et composa un numéro qu'il n'avait pas utilisé depuis des mois. Ça sonna une fois, puis une autre, messagerie vocale. Il ne laissa pas de message. Le lendemain matin, il fit un sac, ferma l'appartement à clé et resta une longue minute près de la fenêtre. Puis il murmura, à personne en particulier, « Je ne retourne pas là-bas pour réparer le passé. Je veux juste lui montrer qui je suis vraiment, pour de vrai cette fois. » Il se tourna pour partir. Et puis, le téléphone sonna. La route vers Beauregard parut plus longue cette fois, peut-être parce qu'Étienne savait exactement où il mettait les pieds, pas seulement dans un village, mais face à un jugement. Il n'apporta pas de cadeaux, pas de fleurs, pas d'argent, pas de discours, juste lui-même. Il se gara à l'extrémité de la rue principale, reconnaissant la petite librairie, le café qui avait toujours la même enseigne délavée, tarte maison. L'auberge non plus n'avait pas changé, sauf le silence. Il entra, le cœur battant comme il ne l'avait pas fait depuis des années. Léna était derrière le comptoir. Elle leva les yeux, ne sourit pas, mais ne détourna pas le regard non plus. « Elle est aux chênes », dit-elle simplement. Il acquiesça, trop nerveux pour parler. La marche jusque-là ressembla à un rêve, un de ces rêves lents et lourds où l'on sait que quelque chose d'important attend à la fin. Et elle était là. Claire se tenait sous l'arbre où il s'était autrefois assis et avait parlé pendant des heures, même endroit, même vent léger, mais tout avait changé. Elle se tourna lentement quand elle entendit ses pas. Pas de larmes, pas de colère, juste des yeux fatigués et quelque chose d'illisible. Étienne ne s'approcha pas davantage. Il se tint à quelques mètres, les mains le long du corps. « J'ai appris pour ta mère, » dit-il doucement. « Je suis désolé, Claire. J'aurais dû le dire plus tôt. J'aurais dû dire beaucoup de choses plus tôt. » Elle ne parla pas. Il acquiesça pour lui-même, puis baissa les yeux. « Quand je suis venu ici, je pensais que cacher qui j'étais me protégerait d'être utilisé. Je n'ai jamais voulu te blesser. J'avais juste peur d'être vu, de ne pas être assez. » Sa voix, quand elle vint, était calme mais ferme. « Tu n'as pas été honnête avec moi. Même pas quand j'ai demandé la vérité. Je sais, dit-il, et je n'attends rien maintenant. Je voulais juste que tu me vois, tel que je suis.
Il sortit un papier plié de sa veste et le posa sur le banc à côté d'elle. « Ce n'est pas une lettre pour te reconquérir, juste un merci, pour m'avoir réveillé. » Puis il se tourna et s'éloigna. Il commença à pleuvoir, le même crachin doux que ce jour-là en ville. Sauf que cette fois, il ne s'assit pas. Il n'attendit pas. Il continua de marcher, non pas parce qu'il s'en fichait, mais parce qu'enfin, il s'en souciait. Puis derrière lui, des pas. « Étienne !» appela-t-elle. Il s'arrêta. Quand il se tourna, Claire se tenait là sous la pluie, tenant la lettre non lue. Elle s'approcha. « Tu avais raison, » dit-elle. « Tu n'es pas venu pour réparer. Tu es venu pour me montrer qui tu es. » Elle le regarda longuement, puis tendit la main et prit la sienne. Pas de baiser, pas de grands gestes. Juste deux personnes debout sous la pluie, sans mensonge entre elles. Ils ne précipitèrent rien après ce jour-là. Claire ne demanda pas de promesses, et Étienne n'offrit pas de garantie. Ils se retrouvèrent pour un café, parlèrent davantage, restèrent assis en silence quand il n'y avait pas de mots. Parfois, la guérison ne vient pas avec des feux d'artifice, juste de petits moments de paix, là où la douleur vivait autrefois. Étienne ne retourna jamais à la vie qu'il avait auparavant. Pas vraiment. Oui, l'entreprise tournait toujours. Le conseil d'administration envoyait toujours des emails. Mais la version de lui qui cherchait un sens à travers l'argent avait disparu. Au lieu de cela, il consacra son temps au centre artistique, l'agrandit, créa des bourses d'études. Et une fois par semaine, il visitait le parc avec un carnet de croquis, non pas pour dessiner quelque chose de parfait, mais juste pour se sentir connecté. Un après-midi, Claire le rejoignit. Elle apporta 2 cafés, s'assit à côté de lui et dit « Tu t'améliores avec les cercles. » Il sourit. « Je ne sais toujours pas dessiner les mains. »« Tu y arriveras, » dit-elle. Étienne la regarda, la lumière dans ses yeux, et comprit quelque chose de simple, mais qui change la vie. Être aimé pour qui l'on est rare. Mais se permettre d'être qui l'on est, c'est la partie qui demande un vrai courage, parce qu'au bout du compte, la vérité est la seule chose qui reste quand tout le reste s'estompe. Et parfois, la version la plus honnête de soi-même est la seule qui vaille la peine d'être offerte. Peut-être avez-vous aussi caché des parties de vous-même, par peur, par honte, ou simplement pour protéger quelque chose de fragile. Peut-être, comme Étienne, pensiez-vous que si les gens connaissaient votre vrai vous, ils partiraient. Mais parfois, les bonnes personnes ne nous trouvent que lorsque nous cessons enfin de faire semblant. Alors dites-moi, avez-vous déjà risqué d'être honnête, même quand cela faisait mal? Partagez votre histoire dans les commentaires. Vous ne savez jamais qui pourrait avoir besoin de lire vos mots aujourd'hui. Et si cette histoire a touché quelque chose en vous, laissez un « j'aime ». Cela aide ce message à atteindre plus de personnes qui cherchent encore quelque chose de vrai. Et si vous croyez qu'un amour construit sur la vérité est encore possible, même dans un monde plein de masques, abonnez-vous à la chaîne, parce que nous avons encore tant d'histoires à raconter.